Merci de nous écouter sur African Time. Nous sommes en onde moyenne sur 930 AM et sur Internet sur WP80930am.com. Voici la principale édition de l'actualité africaine en français. Au Sénégal, le virus Ebola qui sévit en Guinée menace Dakar. Les autorités sénégalaises ont ainsi décidé de fermer tous les marchés hebdomadaires dans le célèbre Louma de Diaoubé, point de convergence de plusieurs nationalités. Le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, a donné des assurances, mais elle n'a pas pu trouver d'accord avec les médecins du SAMES qui ont décrété encore 72 heures de grève. Sur le plan politique, le Parti démocratique sénégalais accuse le pouvoir de s'acharner sur les dignitaires de l'ancien régime et particulièrement sur Aïda Ndiong, qui a été mise en demeure par le procureur spécial Aliou Ndao ce matin. La présidentielle de 2012 n'en finit pas de susciter des commentaires, surtout le documentaire de notre confrère Amadou Diaw consacré au juge du Conseil constitutionnel, la veuve de Mamadou Lamine Sonko, le vice-président du Conseil constitutionnel, s'en est prise à Madiambal Diagne. Youssou Ndour aussi ne saurait même pas remplir un formulaire. En Mauritanie, le budget annuel a été adopté cette semaine par le Parlement. Il est estimé à plus de 435 milliards de francs CFA. Tandis qu'au Mali, les députés ont élu les juges de la Haute Cour de justice. Ces derniers ont prêté serment devant le président de l'Assemblée nationale. En Guinée, le virus d'Ebola continue de faire des ravages. Cette maladie que l'on qualifiait de mystérieuse est en train de décimer les populations de la Guinée forestière. Il y a eu des dizaines de morts. Les pays frontaliers fuient la Guinée comme une peste. En Côte d'Ivoire, transféré à la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé, l'ancien leader des Jeunes Patriotes, a comparu devant le juge pour la première fois cette semaine. Dans le magazine, il y aura la star de la semaine d'Alain Thienot et le sport d'El Hadj Malick Ndiaye. À la présentation depuis Dakar, Amadou Ba, la mise en onde est assurée par Fallou Dieng. Cette session d'information vous a été offerte grâce au concours de la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, votre sponsor leader. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous commençons par le Sénégal. Dakar a peur. Le Sénégal craint d'être envahi par le virus d'Ebola qui fait des ravages en Guinée-Conakry. Les autorités sénégalaises ont fermé, ont donc interdit l'élouement et pris des dispositions sanitaires importantes pour éviter la propagation du virus. Aucune victime n'a encore été signalée à Dakar pour le moment. Au Sénégal, où l'actualité a été également politique avec la nouvelle mise en demeure d'Aïda Ndiong, l'ancienne sénatrice du Parti démocratique sénégalais qui a été mise en demeure aujourd'hui par le procureur spécial Aliou Ndao. Le point avec vous, Ignace Ndeye. Nous démarrons cette actualité de la semaine au Sénégal par les craintes et autres inquiétudes des Sénégalais en ce moment en ce qui concerne la fièvre Ebola qui sévit en Guinée-Conakry, non loin du Sénégal. Au pays de la Teranga, ici, aucun cas n'est signalé, mais le Sénégal surveille ses frontières comme du lait sur le feu. Des mesures sont prises pour éviter l'entrée de cette maladie au Sénégal. Et les marchés hebdomadaires communément appelés Louma ont été suspendus comme le marché hebdomadaire de Diaoubé, tout simplement pour éviter des échanges entre les populations venues des pays de la sous-région. Le ministre de la Santé, professeur Marie Awa Coll Seck, rassure: aucun cas n'est signalé à Dakar. Mais la proximité avec la Guinée-Conakry fait nourrir cependant beaucoup d'appréhension et alimente les supputations. Toujours en santé, les médecins persistent sur leur bras de fer avec le gouvernement. Ils ont en effet décrété encore cette semaine un mot d'ordre de grève qui vient s'ajouter à leur long plan d'action décrété depuis maintenant quelques semaines. Ces médecins qui réclament un meilleur traitement salarial et de meilleures conditions de travail. Autre facette de l'actualité toujours au Sénégal, Aïda Ndiong, du nom de l'ex-sénatrice inculpée pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite est placée sous mandat de dépôt depuis quelques mois, voit son dossier se corser davantage. Cette semaine, elle a fait face au procureur près de la cour d'enrichissement illicite créée pour une nouvelle mise en demeure. Mais pour ses compagnons du Parti démocratique sénégalais, c'est juste
un pur acharnement. Le comité directeur du PDS qui s'est réuni cette semaine exige en tout cas la libération de ce qu'il qualifie d'otages politiques. Et le porte-parole de ce comité directeur du Parti démocratique sénégalais, Léopold Faye, estime que le Parti démocratique sénégalais sera d'attaque. Il déclare également que l'évolution juridique montre que les démarches qui ont été entreprises au niveau des tribunaux risquent tout simplement de prouver que les accusations dont fait l'objet Aïda Ndiongue sont nulles et son transfert vers la CREI présage également que les tribunaux ordinaires pourraient bien évidemment l'innocenter. Autre affaire qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est cette publication du document Conseil constitutionnel, les carnets secrets, qui égratigne le patron du quotidien, le quotidien, Madiambal Diagne. Dans cette publication, la veuve du juge Sonko du Conseil constitutionnel a rappelé dans le documentaire comment son mari a souffert des écrits de Madiambal Diagne. Ce dernier qui, dans une des livraisons du journal Le Quotidien avant les élections, avait fait état de 5 millions de francs CFA et de véhicules neufs octroyés aux 5 sages donc du Conseil constitutionnel. La veuve du juge Sonko de déclarer son mari avait beaucoup souffert de ces révélations qu'elle qualifie de fausses. Et lorsqu'elle a rapporté à son mari sa rencontre avec le patron du journal Le Quotidien pour lui signaler que son mari n'a pas un salaire de 5 millions de francs CFA, son mari a pris son téléphone et a appelé Madiambal Diagne et de poursuivre en ces termes. C'est ce jour-là que j'ai su que mon mari avait mal. Youssou N'Dour a également reçu sa dose dans cette publication. D'après les carnets secrets, le leader de Féké Mati Bolé, candidat à l'élection présidentielle de 2012, était incapable de remplir les formulaires du Conseil constitutionnel, ce que dément avec la dernière énergie son directeur de cabinet Alioune Ndiaye, qui a tenu à apporter des précisions cette semaine dans le journal L'Observateur. Et puis les locales de 2014, dans quelques mois, se préparent activement au Sénégal et des alliances sont en train d'être tissées. Certains même vont plus loin que ces simples alliances. C'est le cas du ministre du Tourisme, ex-réumiste Omar Gueye, qui lui a tout simplement fondu son mouvement VRP, vaste rassemblement pour le progrès, à l'Alliance pour la République. Avec ses militants, cette semaine, le ministre a lancé à ses militants cette phrase: on ne peut plus bizarre. Est-ce que vous m'en donnez mandat pour que le VRP fusionne avec l'APR? Sans surprise, toute la salle s'est mise debout pour adhérer à la demande de leur mentor. Après avoir tranché sur certains points du nouveau code, le président Macky Sall a saisi l'Assemblée nationale pour l'examen de ce nouveau code qui comporte 298 articles contre 360 pour l'ancien. Dans ce code soumis aux députés, le chef de l'État a inséré des dispositions relatives à la désignation des conseillers municipaux de ville. Et puis les résultats du recensement général de la population sénégalaise. Publiés, le Sénégal devrait avoir une population estimée à près de 13 millions d'habitants. D'après les informations recueillies par le journal Le Quotidien, la population totale du pays atteint actuellement pas les 13 millions d'habitants, bien en deçà des 14 millions que beaucoup prévoyaient. Et dans cette population sénégalaise, la majorité a moins de 18 ans. Autre information de taille également, c'est le taux de natalité des Sénégalais qui a été légèrement en baisse. Un taux qui passe de 2,7% à 2,5%. Et puis tout n'est pas encore fait dans le processus de paix pour un retour de la paix définitive en Casamance. C'est dans le sud du pays. Cette semaine, le chef rebelle César Atoute Badiat dans le front sud a sorti une série de communiqués, 3 au total. Dans ces communiqués, le chef rebelle fait savoir que l'MFDC rejette la main tendu du chef de l'État qui récemment, lors de sa visite à Ziguinchor, avait parlé d'une paix des braves. Une paix des braves que rejette donc
la faction de César Atoute Badiat qui également campe sur sa position de maintenir le blocus sur le déminage en Casamance. Autre sujet également abordé dans ces communiqués, c'est la situation du blocus sur la Trans-Gambienne. Là également, le chef rebelle fait savoir que l'État doit prendre toutes les dispositions pour lever le blocus. À défaut, le MFDC prendra toutes ses responsabilités. Un mouvement engagé et déterminé à œuvrer pour la paix en Casamance, mais de préciser que pas pour une paix bricolée, a laissé entendre le chef rebelle César Atoute Badiat, qui a signé cette semaine 3 communiqués dans lesquels également le chef rebelle exige la tenue des négociations aux États-Unis. Les États-Unis qui, d'après César Atoute Badiat, sont la seule puissance à montrer sa détermination pour œuvrer pour la paix en Casamance. Ces communiqués ont été envoyés à la radio privée Sud FM à Ziguinchor. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal, à Dakar pour African Time. Ignace Ndeye. En Guinée, cette maladie mystérieuse qui se manifeste par une forte fièvre et des vomissements dont nous vous parlions la semaine dernière est en réalité la fièvre Ebola. Elle est en train de décimer les populations en Guinée. Les pays voisins ont fermé leurs frontières avec la Guinée. Désormais, en Guinée, la Guinée est une menace sérieuse. Mamoudou Baldé. L'autorité guinéenne, cette semaine, se concentre essentiellement autour du virus Ebola qui a frappé le pays et qui continue de faire des victimes. Plusieurs dizaines de morts déjà signalées, notamment au sud de la Guinée, Matanta, Guékédou et Kikédou plus précisément. La première victime dans la capitale Conakry a été signalée ces dernières 24 heures. Le pays est en alerte. Les populations sur le qui-vive, la peur et l'inquiétude sont grandissantes. L'État et les partenaires promettent de mesures d'urgence pour freiner l'épidémie. Même les pays frontaliers sont en alerte et des dispositions sont envisagées du côté de Bamako, Sultan et Monrovia pour empêcher la pénétration et l'évolution de ce virus dans leur pays. Connu en République démocratique du Congo depuis 1976, c'est la première fois que le virus Ebola pénètre la Guinée. C'est d'ailleurs sa méconnaissance et le déplacement incontrôlé des premières victimes qui ont propagé le virus à travers le pays. La question que les Guinéens se posent est de savoir que faire entre la pauvreté aiguë, le manque d'eau et d'électricité et maintenant la maladie. Comme le malheur ne vient pas tout seul, c'est encore l'Union européenne qui a frappé dur. Elle est sensible à la pêche illégale. L'Union européenne a interdit à tous les pays de l'organisation l'importation du poisson pêché dans les eaux guinéennes. L'Union européenne a rappelé que près de 15% de la pêche mondiale se pratique de façon illégale. Chez les Guinéens, cette sanction est vue sous 2 angles. Les uns pensent que ce n'est pas bien pour l'économie nationale, d'autres par contre applaudissent avec force la décision parce que selon eux, tout le bon poisson a été destiné à l'exportation et que le Guinéen moyen n'avait pas de pouvoir d'achat lui permettant de consommer le bon poisson guinéen. L'un ou l'autre des cas, le pays est sanctionné jusqu'à nouvel ordre. Bon début de week-end à tous les fidèles de la France africaine. Mamadou Baldé, Aminata Polkom pour Africa Time. En Mauritanie, la loi des finances a été adoptée cette semaine. Le budget annuel est estimé à plus de 435 milliards de francs CFA, soit une hausse très substantielle. De Nouakchott pour l'essentiel de l'actualité, Ibou Badiane. Chers auditeurs, bonsoir. Cette semaine en Mauritanie, l'actualité est marquée par les travaux de l'Assemblée nationale qui vient d'adopter le budget de l'État pour l'année 2014. Les parlementaires mauritaniens, au cours d'une séance plénière, ont adopté un projet de loi des finances comprenant les amendements proposés par le gouvernement.
À l'issue de cette séance, le budget de l'État 2014, fonctionnement et investissement compris, se chiffre à 435 milliards 830 millions 345 400 Ouguya. Ce montant tient compte de l'équilibre des dépenses et des recettes. En clair, le budget d'investissement s'élève à 250,10 milliards d'Ouguya, soit une augmentation de 15,45 milliards par rapport à la loi des finances rectificative de 2013. Alors que le budget de fonctionnement a lui augmenté de 3,84% des crédits alloués aux dépenses courantes. Dans l'actualité mauritanienne cette semaine, c'est aussi des mesures de prévention prises après l'apparition de la fièvre hémorragique d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone voisine. Les autorités de Nouakchott ont tout simplement pris les devants en fermant certains points de passage aux frontières avec le Sénégal. Il s'agit précisément de 2 points de passage frontaliers au niveau des villes de Zurel-Moghen et de Lixeiba sur la rive droite du fleuve Sénégal. Le ministère de la Santé a également ouvert une ligne téléphonique gratuite en vue d'être informé de toute suspicion de fièvre hémorragique d'Ebola. Le ministère mauritanien de la Santé a informé que son département a procédé à quelques mesures de nature à affronter l'épidémie et qu'une commission chargée de suivi de l'épidémie a été mise en place. La surveillance sur les points frontaliers et à l'aéroport a été renforcée pour éviter la transmission de l'épidémie. Toutefois, le ministre a rassuré que jusqu'à présent, aucun cas n'a été enregistré en Mauritanie, ni non plus au Sénégal et au Mali, pays frontaliers avec la Mauritanie. Autre point de l'actualité en Mauritanie, c'est la clôture des travaux de la commission ministérielle mauritano-sénégalaise de concertation sur le transport. À l'issue de ces travaux, la commission a affirmé l'accord commun sur certaines recommandations dont la construction du pont maritime à la frontière Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie et la question des licences de la carte bleue adoptée dernièrement par la Mauritanie. Les points de désaccord ont été reportés pour examen de la part de la commission technique conjointe qui doit présenter les résultats de ces travaux dans 3 mois. Il faut noter que depuis 2008, le trafic routier entre la Mauritanie et le Sénégal connaît d'énormes problèmes engendrant les ruptures de charge à la frontière Rosso. Depuis lors, ce secteur souffre au grand préjudice des populations, notamment sénégalaises. Le corridor entre Dakar et Nouakchott est essentiel pour les 2 pays, mais aussi pour l'intégration africaine et le rapprochement entre le Maghreb et l'Afrique noire, a indiqué le secrétaire général du ministère sénégalais des infrastructures et des transports, membre de la délégation d'accompagnement. Toujours dans l'actualité mauritanienne, la Mauritanie, par le canal de la Commission nationale des bourses au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a octroyé près de 4000 bourses au profit des étudiants mauritaniens, dont près de 300 sont à l'étranger. Le secrétaire général du ministère a précisé à cette occasion que les critères de transparence et d'équité ont été observés dans l'attribution de ces bourses. Il a enfin souligné que la Commission est disposée à recevoir toutes les réclamations durant 15 jours pour corriger les erreurs éventuelles. Terminons par cette affaire rocambolesque. Une jeune fille a échappé par miracle à une mort certaine à Nouadhibou au nord de la Mauritanie après avoir avalé une quantité importante des produits utilisés dans la teinture de cheveux. Selon une source familiale, cette jeune fille de 20 ans a voulu, par ce geste désespéré, mettre un terme à sa vie après le désistement de son prétendant. Échappée à un mariage forcé, elle avait fait la connaissance de ce jeune homme qui avait demandé sa main avant de renoncer pour un motif futile. La mère a expliqué que sa fille l'a informée après avoir échappé à la mort qu'elle a fait ce geste en guise de protestation contre l'échec de son mariage. L'année dernière, une autre fille s'était jetée à la mer et a été repêchée 24 heures plus tard pour qu'on découvre qu'il s'agissait également d'une histoire sentimentale. Ibou Badiane, Nouakchott pour African Time. En Côte d'Ivoire, et l'on reparle encore de Charles Blé Goudé. Sitôt la décision du gouvernement de le transférer à l'AI, les juges ont entendu le leader des jeunes patriotes. Il a commencé par décliner son identité. C'est le premier élément du round-up de l'actualité fait par Etienne Tan. La première comparution de Charles Blé Goudé s'est tenue comme prévu hier jeudi à la CPI qui clame son innocence. Cette comparution a eu lieu en présence de la juge unique Sylvia Fernandez qui a précisé que cette audience avait pour but de s'assurer que l'accusé avait été informé des crimes qui lui étaient reprochés, ainsi que la lecture de ses droits conformément au statut de Rome et la date de la confirmation ou non de l'estimation des charges. Après avoir décliné son identité, l'ancien leader de la jeunesse patriotique est revenu sur ses conditions de détention à Abidjan
Depuis son arrestation au Ghana en janvier 2013 avant son arrivée à La Haye. Il s'est dit heureux de se retrouver à la CPI, où les conditions de détention sont nettement meilleures pour le respect des victimes, mais surtout pour la manifestation de la vérité. D'ailleurs, à cette occasion, Charles Blé a clamé son innocence concernant une probabilité d'obtenir une liberté provisoire avant la confirmation des charges prévues le 18 août 2014. Son avocat, maître Nicolas Hoffman, tout en permettant de le faire par écrit, a demandé à ce que le Ghana, où était refusé son client, et la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays membres de la CPI, fassent des observations pour expliquer pourquoi, et conformément à l'article 89 du statut de Rhodes, n'ont pas envoyé Charles Blé à La Haye depuis lors. Rappelons que Charles Blé est poursuivi par la CPI pour présumer le rôle joué dans la crise post-électorale 2010-2011 ayant fait plus de 3000 morts. Selon l'ONU, 4 chefs d'accusation sont portés contre le proche de Laurent Gbagbo, à savoir meurtre, viol et autres formes de violences sexuelles et actes inhumains. Le temps soupçonné des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO a démarré ce vendredi à Yamoussoukro. Une quinzaine de pays sont représentés pendant 2 jours à Cotonou. Il y aura l'élection d'un nouveau président à la tête de cette organisation pour les années à venir, en remplacement du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président l'exercice après 12 ans de mandat marqué par les crises maliennes et bissau-guinéennes, auquel il a consacré beaucoup d'efforts pour le retour de l'ordre constitutionnel. La situation de la fièvre d'Ebola en Guinée suscite beaucoup d'inquiétudes. L'épidémie de cette maladie fait rage en Guinée-Conakry. Elle a fait déjà au moins 66 morts sur 100 cas signalés depuis le mois de janvier dernier. 4 cas constituaient pour la première fois à Conakry, la capitale. Le risque de contagion est réel pour la Côte d'Ivoire, un pays voisin, compte tenu des mouvements de population. Conscient de l'urgence de cette situation, Daniel Saint-Plus, professeur et directeur de l'Institut national d'hygiène publique, a animé récemment un point de presse au ministère de la Santé au plateau. Il a invité la population à l'absence ou au respect de certaines attitudes. Il faut, selon lui, éviter la consommation de certains animaux, à savoir les singes, les chimpanzés, l'antilope et bien d'autres. Au niveau de la consommation, le directeur de l'Institut d'hygiène a fortement recommandé à la population d'éviter tout contact avec les personnes en provenance des zones affectées et qui présentent une forte fièvre et des saignements. Au Mali, les juges de la Haute Cour de justice sont connus. Ils ont été élus hier ou cette semaine par leurs pairs, par les députés de l'Assemblée nationale. Et ils ont également prêté serment devant le président de l'Assemblée nationale. Ils seront chargés de juger les anciens ou les dignitaires de l'ancien régime, particulièrement du président de la République, de l'ancien président de la junte, Amadou Aya Sanogo. Isaac Maïga. Les 18 membres de la Haute Cour de justice du Parlement malien ont prêté serment hier jeudi devant le président de l'Assemblée nationale. L'une des tâches de cette cour sera de juger les hautes personnalités pour trahison. La prestation de serment a eu lieu au cours d'une séance plénière en présence des députés, des membres du gouvernement, du président de la Cour suprême du Mali et de nombreuses autres personnalités. C'est la toute première fois dans l'histoire du Mali que les membres de la Haute Cour de justice prêtent serment. Les 18 députés sont composés de 9 titulaires et de 9 suppléants. Dans les jours à venir, les membres de cette cour vont choisir un président parmi eux pour conduire les destinées du poste. Avec cette prestation de serment, on se souvient que le gouvernement avait l'intention de traduire l'ancien président Amadou Manétouri devant la justice. On se rappelle aussi que le gouvernement malien avait fait un communiqué le 27 décembre 2013 affichant sa volonté de traduire acquitté devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. L'un des conseils de communiqué stipulait que l'Assemblée nationale, siège de la Haute Cour de justice, vient d'être saisie d'une dénonciation de faits susceptibles d'être retenus contre Amadou Manétouré, ancien président de la République, pour haute trahison. Les faits dénoncés concernent, entre autres, d'avoir la qualité de président de la République, donc suprême des armées, et en violation du serment prêté, faciliter la pénétration
sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance. Il est aussi reproché à ATP d'avoir détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale, d'avoir participé à une entreprise de démoralisation de l'armée caractérisée par des nominations de compétences d'officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au détriment des plus méritants, entraînant une frustration qui nuit à la défense nationale. Mais certains juristes évoquent déjà qu'il sera pratiquement difficile de traduire ATP devant la justice pour une trahison. Selon eux, l'article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Au dit de ces juristes, l'effet d'ATP sont antérieurs à la mise en place de la Haute Cour de justice de l'Assemblée nationale. Et puis, épidémie de fièvre Ebola, le Mali affronte les virus aux frontières. Désormais, le pays renforce sa vigilance et prend toutes les dispositions préventives contre une maladie qui fait des victimes prévenues. Le directeur du ministère de la Santé et de l'Hygiène avait pour souci de rassurer l'opinion nationale sur ce qui se passe sur le terrain dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola, aperçue en Guinée voisin il y a quelques jours. 3 équipes sont mobilisées à travers le pays, dont une à l'aéroport international de Bamako-Sénou, une à Koulikoro et une dans la région de Sikasso, dans le cadre de la prévention contre le fléau. Des caméras thermiques ont été également installées à l'aéroport, où les agents de contrôle aux frontières sont aussi informés et sont aussi formés pour les techniques de prévention de cette épidémie. Ces équipes travaillent aussi à préparer la riposte contre la maladie, afin que les Maliens puissent être mieux protégés contre le fléau. Pour le moment, aucun cas suspect n'est détecté au Mali depuis la réapparition de la maladie en Guinée et la prise en charge est gratuite sur toute l'étendue du territoire national. De l'apparition du virus Ebola maintenant, une cellule de veille pour le suivi de l'épidémie a été mise en place. En plus de cette phase de techniciens déployés aux frontières terrestres avec la Guinée, une campagne de sensibilisation est en cours d'élaboration. Bamako, Isaac Maïda sur African Time. Bass Wireless a l'immense plaisir de mettre ses services à votre disposition, tels que l'ouverture d'un compte auprès des principaux opérateurs téléphoniques aux États-Unis, Verizon, T-Mobile, AT&T, Simple Mobile, Net10, H2O et Ultramobile, de même que le règlement de vos factures téléphoniques. Il vous offre aussi une diversité de produits, iPhone 3 à 5C, des smartphones de Samsung, Nokia, BlackBerry et Blue. Bassama vend aussi des tablettes Samsung avec une carte SIM. Si toutefois vous détenez d'une boutique, il sera en mesure d'ouvrir un compte qui vous permettra d'offrir des services à vos propres clients. Pour plus de détails ou d'informations, visitez son magasin à 120 West 124 Street entre la 7e et la 9e Avenue ou 2830 West 131 Street. Appelez au 646 387 67 24. 646 387 67 24. Bass Wireless, un vrai service pour la communauté. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ses nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique. Il se situe au 229 Ouest, 36e rue, au 3e étage, entre la 7e et la 8e avenue, à 2 rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 7501 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-ENGLISH, 1-800-364-54-74, 1-800-364-54-74. Demandez après André. Vous aimez les belles chaussures? Alors écoutez bien. Gora Sneakers au 40 Ouest, 31e rue,
entre la 5e et Broadway est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon, tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Reebok, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds, offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du poste office. Téléphone 212 695 64 92. 212 695 64 92. Ne vous fatiguez plus, envoyez vos conteneurs de meubles, de voitures et d'électroménagers au pays avec Baboul Mouridina International Express Shipping. Cette société envoie tout ce que vous voulez en Afrique de l'Ouest. Déposez donc vos bagages à Baboul Mouridina au 1214 Broadway, suite 212 ou appelez le 646 861 28 14. Pour plus d'informations, appelez Modoufal au 646 296 24 53 ou Mustapha Diop au 646 696 59 87. Avec 20 ans de service pour vous, messieurs, dames, Baboul Mouridina International Express Shipping se déplace à votre domicile. Vous écoutez African Time sur WP80 930 AM partout dans le monde via le téléphone au 401 347 0031. À présent, la page sportive de cette édition, elle est plutôt lutte cette semaine avec le face-à-face Josh Guigui. Elhaj Malik Ndiaye. Bonsoir, l'actualité sportive, nous la démarrons par la lutte avec la construction de l'arène nationale au titre du technopole. Le ministre des Sports a reçu mardi le fonds pour la défense de l'arène nationale, un fonds composé de plusieurs sensibilités résidentes à public. Le fonds compte s'impliquer avec les campagnes de sensibilisation pour la construction de l'arène nationale dans la banlieue de Carole. Le ministre des Sports, qui s'est reçu de cette rencontre, parle d'un début de consensus. D'ailleurs, Belinda s'est dit disposé à recevoir ceux qui s'opposent parmi eux. Pékin par le Pékinois, ce mouvement attend une explication officielle pour répondre à l'appel de l'acteur. Le site du Pékin Chari pour abriter l'arène nationale, il ne fait pas unanimité à Pékin. Le président Macky Sall a déjà prouvé 24 000 défense pour la construction de l'arène nationale. Toujours en lutte, les autres ont fait face à la CCR, selon le cadre de la promotion du thème d'Abidjan sur l'avril prochain. Sur le 21 avril, Gribaudet fera face à Taïwan. D'ailleurs, le tigre de face et de retour après donc un séjour en France et aux États-Unis. Dans une interview accordée à un copier d'observateur, Gribaudet promet l'affaire à Taïwan. Nous parlons de football avec la 14e journée de la Ligue interne pour le week-end, et puis qu'il redevient leader, le Verras est deuxième. Sur l'internet, le président de FIFA a encore marqué son deuxième but de la saison. Dans la Bali, il a quitté Chelsea à la fin de la saison. Son agent a d'ailleurs discuté avec le responsable de Chelsea. Je rappelle que dans le match n'est plus dans le temps de José Mourinho. Par contre, ça a demandé lui intéresse les grandes équipes anglaises, Manchester City et Newcastle Sud de préférence du Sénégalais. Certains clubs africains s'investissent dans la lutte contre la fièvre Ebola qui sévit en Guinée et la fièvre Ebola. Ils veulent s'impliquer. La maladie a déjà fait environ 110 morts. Nous parlons de judo, une nouvelle crise, un collectif regroupant des clubs, le réseau de personnes et menace de créer une nouvelle fédération. Et j'annonce l'accaparement du judo par une bande, par une partie des judokas qui vont faire face à la pression et contre le président Macky Sall. Exactement, le gars, c'est plus Dakar pour African Time. Massoud Aïdara à New York, Ablaye Bari à New York, Issa Diop à New York, Papli à New Jersey, Suleiman Diop à New Jersey, Dambabou à New York, Ousmane Gueye à New York, Saliou Bamba Ndiaye à New York, Mam Assou Diop à New York, Pape Diagne Paco à New York, El Hadji Faye à New York, Pape Kane Madiara à New York, Mandou Diop à New York, Pape Diop à Atlanta, Pape Dramé, président de l'association des Sénégalais, Anta Amar à New York, Hali Faye à New York, Safara Tal à New York, Omar Nia à New York, Homicide à New York ont la douloureuse nouvelle de vous faire part du décès de leur frère et ami Ben Aïdara, décédé à Dakar ce vendredi 28 mars 2014. L'enterrement a eu lieu à Thiès, Diakhao. Une prière sera organisée ce dimanche à 5h, c'est Serigne Touba à New York. Toutes condoléances à
Mansour Aydara au 646 409 5056. Bonne fin de soirée, merci de votre confiance, merci à Dame Babou et à Faloudien pour la réalisation et la mise en onde de cette édition. Je vous retrouve vendredi prochain, même heure, avec différentes informations sur le continent africain. Au revoir.